Aurélie Dumont, il y a dans ce dernier livre que vous venez d'écrire et qui s'appelle L'utopie et la mort, un sentiment d'urgence qu'on ne retrouvait pas dans les livres précédents. Oui, l'utopie ou la mort, il y a tout de Oui. même un choix, n'est-ce pas? Ce n'est pas les deux. L'utopie ou la mort, un sentiment d'urgence, d'abord c'est un livre de fin de carrière, un peu, c'est une synthèse. Et puis c'est un cri. Pierre Drouin, dans Le Monde, a dit le cri d'un révolté. N'est-ce pas? Révolté que j'ai été toujours, mais que je n'ai pas toujours exprimé, parce que dans tous les livres, on ne peut pas exprimer une révolte. Une révolte contre une injustice fondamentale que je ne peux plus accepter sans la crier sur les toits. Injustice fondamentale qui résulte d'abord des travaux du Club de Rome, qui nous dit, si on continue comme nous allons, si la population augmente et la production industrielle au rythme qui se prolonge, qui existe actuellement, si ça se prolonge jusqu'au milieu du siècle prochain, le monde va à la catastrophe. Alors voilà, les grands dirigeants, les grands responsables, les grands capitalistes nous disent, nous vous conduisons tout droit à une catastrophe finale, à un effondrement total de la civilisation. Par ailleurs, les conclusions du Club de Rome pour les pays en voie de développement sont tragiques et ne sont pas suffisamment dégagées par les études du Club de Rome, qui prend le monde globalement comme un tout. Moi, je divise au moins en deux, le monde riche, le monde pauvre. Le monde riche a ses problèmes, la pollution, mais le monde pauvre en a d'autres. Si le Club de Rome a raison, si l'épuisement des réserves énergétiques et minérales est si proche, quand ils seront en état de construire leurs usines avec leurs propres ressources, ce seront alors des usines à eux, nous aurons épuisé tous leurs beaux minerais. Toute la bauxite de Jamaïque et de Guyane aura été au Canada. Tous les minerais de fer, de mi-fermat en Mauritanie auront été à Dunkerque ou à Fos-sur-Mer en France. Et il leur restera quoi? Il leur restera le reste. Alors, la misère perpétuelle me paraît être le sort du tiers-monde si il continue. Vous allez très loin dans votre livre, vous dites que les riches et les puissants sont les assassins qui enlèvent les protéines de la bouche des enfants des pays pauvres. Mais oui, récemment, on nous a dit, n'est-ce pas, laissez-les vivre. Le mouvement français contre l'avortement, contre même la contraception, nous dit qu'il faut que tous les enfants naissent. Bon, mais ce sont des riches qui disent ça. Et ces riches prennent la protéine de la bouche des enfants pauvres de la façon suivante. Il y a actuellement assez de protéines pour tous les enfants qui naissent à travers le monde. Mais une bonne part de ces protéines, une partie du lait, de la poudre de lait, presque toute la farine de poisson, la plus grande partie des tourteaux de soja et d'arachides, qui sont d'excellents aliments pour les hommes, pour les enfants, sont donnés au bétail de nos pays riches, sont donnés à nos vaches laitières, à nos bœufs à viande, à nos cochons, à nos volailles, sont donnés à nos animaux domestiques, nos chats et nos chiens, et il n'en reste plus assez pour les enfants. J'étais à Ibadan, au début d'avril, Ibadan en Nigeria, et j'ai vu la doctoresse chargée de la nutrition, qui m'a dit, jusqu'à 1 an, ils ont le lait maternel, ça va. À 5 ans, ils ont tous, et je l'ai vu dans les villages de Nigeria, une petite fronde. Avec cette fronde, ils chassent. Et ils tuent oiseaux, lézards, souris ou rats. Et ils se procurent des protéines. Mais de 1 à 5 ans, c'est le drame. Et le drame est tel que ils n'ont pas suffisamment de protéines, pour les plus pauvres, pour assurer le développement normal de leur cerveau. Alors, on est en train de fabriquer des millions d'enfants hébétés, sous-alimentés. Et ces enfants, je les revois parce que je les ai vus en arrière de Recife, dans le sertão brésilien. En 58, j'étais là dans la zone de Mata, dans la zone de la canne à sucre, et j'ai vu des enfants vraiment avec un vocabulaire restreint, avec une allure hébétée, n'ayant pas la force physique et n'ayant pas les aptitudes mentales nécessaires pour faire de vrais hommes, parce que nous ne leur avons pas donné. Mais justement, vous dites que ces enfants ne seront pas de vrais hommes, et vous dites par ailleurs que dans les pays pauvres, les gens, c'est inévitable que les gens vont se révolter. Mais si on fabrique justement de ce type de sous-hommes, il n'y Oui. a aucun danger de révolte, donc on est protégé à ce moment-là. Oui, oui, mais enfin tout de même, ce ne sont pas tous les enfants des pays pauvres qui, heureusement, en sont réduits à ce stade-là. Et les autres prennent conscience de la révolte. D'ailleurs, cette révolte, vous savez, en Europe, ce ne sont pas les plus pauvres qui ont fait la révolte au XIXe siècle. Ce sont les ouvriers qualifiés, et au moment où leur sort commençait à s'élever, mais ne s'élevait pas aussi vite qu'ils l'auraient désiré, que la révolution sont venues. Le Lumpenprolétariat, Marx nous disait que jamais il n'était un élément de révolte. Il y a une chose dans votre livre qui m'a frappé, c'est que vous dites que les ouvriers dans les pays riches, et vous Oui. parlez en particulier des ouvriers américains qui gagnent de très hauts salaires, sont aussi responsables et sont du côté des riches quand on parle des pays pauvres, et sont à ce titre-là des exploiteurs eux aussi. Oui, américains, canadiens inclus, États-Unis Oui, bien surtout, sûr. mais naturellement aussi les Canadiens. Oui, pourquoi? Parce que vous utilisez des quantités énormes de papier. Le New York Times, par exemple, dans son numéro du dimanche, utilise autant de papier, rien que pour la publicité, que le Cameroun, tous les établissements scolaires, primaires, secondaires, universités du Cameroun, pendant 1 an. Le métal qui va dans vos automobiles, je retrouve des arères aux Indes qui n'ont pas de pointe d'acier parce que les paysans n'ont pas les moyens d'acheter le petit morceau, le kilo d'acier, les 2 livres d'acier qu'il leur faudrait pour mettre au bout de leur charrue. Et de tout la même chose. Par conséquent,
nous prenons, nous les pays riches, Europe occidentale, Amérique du Nord, une part excessive des ressources mondiales qui sont en train de devenir rares et nous compromettons l'avenir du monde. Par conséquent, quand le Club de Rome nous dit arrêtez la croissance démographique, je dis où l'arrêter d'abord, non pas dans les pays pauvres. Un Américain du Nord gaspille et pollue 25 fois plus qu'un Indien. Donc les 210 millions d'Américains du Nord gaspillent et polluent 11 fois plus que les 560 millions d'Indiens. Alors s'il faut arrêter la démographie, c'est d'abord chez les riches. Mais est-ce que vous croyez que les riches, et en particulier la jeunesse, puisque c'est pour l'avenir que vous écrivez un peu, est-ce que vous croyez que les jeunes sont plus héroïques, la jeunesse riche est plus héroïque qu'elle ne l'était avant, et qu'elle va accepter de ne plus avoir de voiture particulière, de ne plus consommer de biens? D'abord, une partie de cette jeunesse est contestataire et comprend que les dangers de pollution, les dangers sur l'écologie sont très graves. Il y a des jeunes en Amérique du Nord, en Europe, qui refusent cette civilisation. Ces jeunes sont insuffisamment nombreux jusqu'à présent, parce qu'ils n'ont pas suffisamment pris conscience de l'extrême gravité de la situation. Mais ils comprennent surtout ce qui les touche de près. La pollution, ça les touche de près. Mais des gens qui meurent de faim en Afrique à cause de la sécheresse, par exemple, ça ne les touche pas beaucoup, non? Oui, ça ne les touche pas beaucoup. Cependant, depuis les conclusions du Club de Rome, je vois, il y a eu en France, je connais mon auditoire par exemple, j'ai eu un maximum de succès de 62 à 67 en parlant du tiers-monde. Puis après 68, j'ai eu visiblement une chute de potentiel dans l'attention de mes jeunes étudiants lycéens pour le tiers-monde. Mais depuis 72, depuis 18 mois, il y a un regain d'intérêt, un regain dû essentiellement au fait que les travaux du Club de Rome montrent que les riches aussi sont menacés. Voyez-vous, autrefois dans les guerres, les généraux mouraient dans leur lit. Aujourd'hui, avec la bombe atomique, les généraux meurent comme les autres. Eh bien, aujourd'hui, les riches, avec la pollution, risquent, dans leurs descendants, la mort sans phrase aussi bien que les pauvres. Et alors, c'est ça qui est le fait nouveau, et c'est ça qui me donne un certain espoir. Et vous croyez vraiment à une redéfinition de nouvelles valeurs en Occident? Eh bien, il y a toutes sortes d'éléments qui contribuent à cela. La conférence de Stockholm, l'inquiétude sur l'environnement, l'inquiétude sur l'écologie, l'inquiétude de la jeunesse, les jeunes lycéens qui refusent l'armée, les jeunes étudiants qui contestent toutes nos méthodes d'enseignement, les OS qui refusent à Renault d'aller fabriquer les presses avec les méthodes actuelles. Tout cet ensemble de mécontentement est actuellement diffus. Les travailleurs immigrés qui sont nos esclaves des temps modernes, eh bien, si on réunit en un faisceau cet ensemble de mécontentement en l'alliant à la préoccupation pour le tiers-monde, qui fait tout de même les 2 tiers de l'humanité, je pense qu'on arrivera à quelque chose. Je vous remercie, René Guénon.